le premier puck drop de la journée. Ton gros match de 60 minutes commence dans 3, 2, 1. Voici 100% Max avec Max Lalonde. Bon lundi tout le monde, bienvenue dans 100% Max. Et non, c'est pas Max Lalonde qui est là aujourd'hui, mais Olivier Paiement avec vous pour la prochaine heure. Max qui est en Floride pour un voyage de boys. Il sera de retour demain. C'est donc moi qui ai les commandes de l'émission aujourd'hui. Avec mon bon ami Hugo Reich à la réalisation. Comment ça va, Hugo? Salut, Oli, ça va bien et toi? Honnêtement, très cool de te voir dans le siège du conducteur, mon cher. Hey, c'est le fun là, d'être de l'autre côté de cette table-là, dans ce poste-là d'animateur. Je suis vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute, peu importe où vous êtes, de où vous nous écoutez, à Montréal, au 91.9, à Québec, au 100.9, Gatineau, au 96.5, sur toutes les plateformes de BPM Sport et bien évidemment sur notre diffusion en direct sur YouTube. Grosse émission aujourd'hui, Hugo. Oui, merci. Je sais pas si tu as vu ça cette fin de semaine, mais c'est Frank Seravalli qui rapporte qu'il y aurait des rumeurs de transactions, plusieurs équipes qui seraient intéressées à faire l'acquisition de Philippe Danault. Oui, j'ai vu ça. Est-ce que le Canadien devrait s'intéresser à Philippe Danault? On va répondre à cette question-là à compter de 10h30. À 10h10, on va revenir sur la fin de semaine du Canadien. Une victoire, une défaite. Belle fin de semaine de façon générale, mais c'est sûr qu'hier, on aurait souhaité un meilleur résultat. Ah ouais. On va parler de nos étoiles et de nos déceptions de la fin de semaine du Canadien. Mais avant, faut revenir sur ce match-là d'hier, Hugo. Encore une fois, je pense qu'il y a un joueur qui s'est démarqué pour moi. 2 buts pour lui cette fin de semaine, Cole Caulfield. Et présentement, le meilleur attaquant du Canadien, Hugo, c'est pas Nick Suzuki, c'est pas Ivan Demidov, c'est pas Juraj Slafkovský, c'est Cole Caulfield. Je l'ai dit, 2 buts cette fin de semaine, un gros but hier. Et Cole Caulfield, en ce moment, qui est sur une séquence de 11 matchs de suite avec 1 point. Dans cette séquence-là, c'est 4 buts, 9 passes, 13 points. Pendant cette même séquence-là de 11 matchs, Suzuki a 12 points, Demidov en a 9, Slafkovský en a 7. À la fin de la rencontre contre les Blues de Saint-Louis, quand le Canadien cognait à la porte, c'est qui est passé tout proche dans les dernières secondes? C'est le 13, man. À égaliser Cole Caulfield, le numéro 13. Mais tu sais, ce qui est impressionnant avec Caulfield cette année, c'est que c'est plus qu'un marqueur. 10 de ses 15 passes cette année, ce sont des passes primaires. Cole Caulfield, avant, là, c'était un peu un joueur unidimensionnel dans ses premières saisons avec le Canadien. Un marqueur de but hors pair, mais c'était tout le temps de la même façon. Il était dans son cercle et il avait un tir absolument dévastateur. Mais cette année, il a ajouté des cordes à son arc. Et c'est vraiment un joueur qui est dangereux. Il marque des buts, mais il est aussi capable de générer de l'attaque. Des passes incroyables, hallucinantes. Il y a certaines passes, des fois, qu'il réalise, puis on se dit « Waouh, c'est tout un fabricant de jeu ». Et malgré tout, il se dénature pas. C'est encore un très bon marqueur de but. Il marque partout sur la patinoire. Moi, c'est ça qui m'impressionne avec Cole Caulfield cette année. Il marque pas juste de son cercle. On l'a vu en fin de semaine. Où est-ce qu'il a marqué ses 2 buts? Ah, man, il était directement à côté du filet. Directement devant le filet. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus de lui cette année. Il y a seulement 2 buts cette saison en avantage numérique. Alors évidemment, il va en marquer encore plus. Cole Caulfield, qui est sur un rythme de 46 buts. Moi, je serais pas surpris qu'il atteigne le plateau des 50. Ça va être intéressant à suivre. Mais c'est sûr que les dirigeants d'équipe États-Unis prennent des notes. Cole Caulfield, qui connaît tout un début de saison avec le Canadien. Je l'ai dit, c'est une grosse occasion que Montréal a raté hier de prendre la pole dans l'Atlantique parce que, soyons honnêtes, si on regarde ce match-là, sur 60 minutes, le Canadien a probablement été la meilleure équipe pour un bon 45 minutes là-dessus. Mais le 39 secondes qui a tout changé en deuxième période. Et le Canadien qui finalement perd par la marque de 4-3 contre les Blues de Saint-Louis. Ouais, ça casse les jambes honnêtement parce que le Canadien avait beaucoup de momentum tout au long de la fin de semaine. C'est vrai ce que tu dis, on donne 40 minutes aux Canadiens hier. Ça a été la question d'un manque de jugement sur un changement, sur une transition sur le premier but. Et ensuite, on a été complètement endormis. On dirait que ça nous a scié d'énergie au complet. Et il n'y avait plus de jambes, le Canadien, après ça. Ça a été difficile. On générait moins d'attaques. Il y avait moins de synchronisme au niveau des passes. Mais c'est la preuve que l'équipe est encore jeune, l'équipe fait face à plusieurs nouveautés.
Le mois de décembre a beaucoup de 2 matchs consécutifs et pour des gars comme Kapanen, comme Demidov, comme Dobesh, c'est un grand défi à avoir, mais ça va être un grand saut de maturité une fois que les deux, en fait, tous ces recrues-là vont être capables de s'y prendre au rythme de la LNH à ce niveau-là. Et tu fais bien de le dire qu'on dirait que ça coupe les jambes aux Canadiens, ce genre de séquence-là. Ils ont montré la statistique pendant le match hier. Le Canadien et les Blues étaient les 2 pires équipes de toute la Ligue nationale pour le différentiel en deuxième période. Ouais. Là, avec les buts que les Blues ont marqués hier, sont rendus à égalité avec le Canadien. Ça fait très, très mal. Par la suite, en troisième période, soyons honnêtes, le Canadien est sorti un peu flat. Mm-hmm. On s'est réveillé trop peu, trop tard. Mais c'est dommage, parce que ça, c'est un 2 points que l'équipe aurait dû aller chercher et qu'à la fin de la saison, ça pourrait faire la différence. Évidemment, 2 matchs en 2 soirs pour Jakub Dobeš. On l'a appris quelques minutes avant la rencontre. Samuel Montembeault qui était malade. Selon ce qu'on a appris par la suite, il y aurait eu le départ s'il était en santé. Finalement, c'est Dobeš qui l'a eu. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Jakub Dobeš hier et de sa fin de semaine en général? Ben, Dobeš a été solide face aux Maple Leafs. C'était un duel de gardien de but. Là. Dennis Eldeby qui a été malade aussi. Dobeš, la première chose que j'ai remarqué, et c'est là mon point, d'où je tire mon point, qui est que Jakub Dobeš devrait être le numéro 1 parce qu'il y a beaucoup de confiance sur les premiers lancers. Ouais. Les entraîneurs de gardiens de but vont dire à leur gardien de but, c'est important d'être solide, d'être devant ton premier lancer, et si t'es pour donner un retour, t'assurer que la rondelle va très loin de ton filet. Comme ça, il n'y a pas une récupération facile. Jakub Dobeš, présentement, surtout contre Toronto, très confiant, très large. Ça fait en sorte que il a été puissant sur ses retours. Il a une bonne gestion de retour. Il n'en a pas donné beaucoup. Non. Quand il y avait la possibilité de geler la rondelle, il l'a fait. Et ça fait en sorte que la brigade défensive du Canadien était en confiance. Chose qui était un peu plus difficile dans le en deuxième période par troisième période, là, bien évidemment. Mais encore une fois, tu sens la fatigue. Hein? C'était une première pour Dobeš. On doit apprendre à se maintenir au rythme de la Ligue nationale, mais il va être capable. On l'a vu lorsqu'il s'est fait marquer en tir de barrage un peu plus tôt cette saison. Après ça, il a été solide en tir de barrage. C'est un gamer. Exactement. C'est un gars il apprend, il se construit, il se développe. Exactement. Lui, il joue beaucoup sur la confiance. Puis tu sais, soyons honnêtes. Hier, sur les 4 buts des Blues de Saint-Louis, je pense que sur les 2 buts de Brayden Schenn, il pouvait pas faire grand-chose. Exactement. Brayden Schenn, sur le premier but, complètement libre. La rondelle a dévié, elle a abouti sur sa palette. Pas grand-chose à faire du côté de Dobeš. Et sur le 4e but aussi, c'était le fameux 2 contre 1. Moi, je me demande, puis je vous pose la question, vous pouvez nous répondre au 514-790-0919. Quand vous avez appris hier que c'était Dobeš qui allait avoir le départ contre les Blues, comment est-ce que vous vous êtes senti? Personnellement, j'avais plus confiance aux Canadiens en apprenant que Dobeš serait le gardien partant que système Samuel Montembeault. Mm-hmm. Appelons un chat un chat. Ah oui. Dobeš, bon, finalement, il n'a pas volé le match hier. Peut-être qu'on aurait aimé qu'il fasse quelques arrêts de plus. Mais on a plus confiance aux Canadiens lorsque Jakub Dobeš est devant le filet que quand c'est Samuel Montembeault. Puis ça va être intéressant de voir. C'est qui joue demain contre le Lightning? C'est qui joue jeudi contre les Penguins de Pittsburgh? Parce qu'après ça, en fin de semaine, t'as un autre 2-en-2. Donc tu vas avoir besoin de tes 2 gardiens. Pas le choix. Mais est-ce que ça se peut que quand t'as pas tes 2-en-2, Jakub Dobeš commence à plus avoir de départ? Moi, j'espère que oui. Ben, il faut, parce que justement, puis tu le sais, Oli, t'es un défenseur. Quand t'as un doute sur le premier lancer, tu vas essayer de te compromettre un peu pour essayer de bloquer le tir. Si t'es pas capable d'avoir le premier arrêt, là, c'est ça qui est difficile. Jakub Dobeš donne confiance à son équipe. Combien de fois c'est arrivé cette année que Montembeault donne un but sur le premier tir? Exactement. Ça coupe tes jambes, ça. Exactement. Puis on sait c'est quoi un des pires défauts du Canadien cette année. Une fois qu'on a une avance, ça prend pas une minute qu'on est à égalité ou on tire de l'arrière. C'était aussi le premier match depuis la fameuse transaction Logan Mailloux-Zachary Bolduc. C'était assez comique parce que rapidement en première période, les 2 joueurs qui ont écopé de pénalité, Logan Mailloux a même eu une rondelle au visage. Qu'est-ce que tu as pensé de ces matchs-là? Évidemment, on ne tirera pas de conclusion sur la rencontre d'hier. Là. C'est pas en un match que cette transaction-là va être gagnée. Mais si j'avais à juste évaluer pour le match d'hier, je pense que Zachary Bolduc a eu le dessus. Très belle passe de Bolduc, évidemment sur le but de Lane Hudson. Logan Mailloux, pas très impressionné. Logan Mailloux, c'est difficile. Puis en fait, l'affaire qui me fait le plus peur dans le cas de Mailloux, c'est qu'il y a de la misère à s'adapter. On dirait qu'il est pris souvent au dépourvu, mais il n'est pas dans une équipe qui connaît beaucoup de succès. Donc, c'est là que en tant que recrue, tu essaies de saisir ta place. C'est un nouvel environnement pour lui, je comprends. On était encore tôt dans la saison, mais
écoute, la pénalité qu'il a pris hier, il avait pas de l'air de suivre le rythme du tout. Sa prise de décision, on le savait, c'est quelque chose qu'on lui a reproché à Montréal. Sa prise de décision, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Mais on l'a vu. On a vu pourquoi Kent Hughes a décidé de faire cette transaction-là. Et oui, Zachary Bolduc a peut-être pas les débuts escomptés au Centre Bell, mais il en donne quand même au club. C'est fascinant depuis comment le début de l'année. Zachary Bolduc à la maison versus sur la route, c'est pas le même joueur cette année. Ouais, j'ai de la misère à expliquer. Sur la route, c'est fou, Zachary Bolduc. Faudrait demander à un gars comme Gilbert peut-être qui pourrait nous parler un petit peu plus de cette expérience-là. C'est comment jouer à la maison versus sur la route. En plus, Zachary Bolduc, évidemment, il est jeune. Là. Exact. Il est plus jeune que nous. Oui, il est jeune. Il vient d'ici en plus. Alors, c'est sûr que tu as cet effet-là qui est un petit peu différent, mais ça va être intéressant de voir parce qu'il n'a pas encore trouvé sa chaise avec le Canadien. Je pense que c'est une question de temps avant que Zachary Bolduc déclique. Ça va être très intéressant à suivre. En tout cas, un trio qui clique présentement, c'est le premier trio du Canadien. Juraj Slafkovský, quand il avait été déplacé sur le trio avec Demidov et Kapanen, on l'a tous trouvé bon. Oui. On avait l'impression qu'il prenait plus ses aises, plus en confiance, contrôlait plus la rondelle. Mais depuis qu'il a retrouvé ses compatriotes Caulfield et Suzuki, on dirait vraiment qu'il a pris une coche de plus dans son jeu. Ouais, on en parlait un peu plus tôt. Je trouve que Juraj Slafkovský, le fait qu'il se soit fait imposer une situation où il allait devoir être le meneur d'un trio, ça l'a fait ouvrir des portes, ça lui a fait cliquer sur certains points de son jeu. Il a pris confiance dans les récupérations de rondelles, dans les relances, prend beaucoup plus de lancers présentement, amène beaucoup plus de rondelles au filet. Et ça, une fois qu'il a su qu'il a été capable de connaître beaucoup de succès au sein du deuxième trio, une fois que tu reviens au sein du premier trio, ton approche n'est pas pareille. Peut-être que lui, la recrue, il était un peu intimidé envers les Caulfield qui a une excellente saison, envers les Suzuki on parle de l'équipe nationale, on parle des trophées Selke. C'est difficile pour un jeune choix premier au total de s'imposer comme ça. Il a trouvé son rythme et honnêtement, puis ça, c'est un discours qui revient depuis le début de l'année, mais c'est pas parce qu'il est pas sur la feuille de pointage que ça n'a pas mené à un but. Et depuis toute la fin de semaine, Juraj Slafkovský a récupéré des rondelles, a gagné ses batailles à 1 contre 1 dans les coins. Il a été solide. Donc, chapeau à lui, honnêtement. Ouais, puis Juraj Slafkovský, c'est le complément parfait à Suzuki et Caulfield. Il va jamais récolter autant de points qu'eux, mais il est capable de faire quelque chose qu'eux sont pas capables de faire. Et sincèrement, très peu de joueurs dans toute la Ligue nationale de hockey sont capables de faire ce que Juraj Slafkovský peut faire. Il y en a combien aujourd'hui, là, des vrais attaquants de puissance? Je sais même pas si on peut les compter sur les doigts de deux mains. Exact. Bon, t'as les frères Tkachuk, t'as Rantanen, t'as Tom Wilson. Du côté de Toronto, t'as Matthew Knies. Il y en a pas bien plus que ça. Alors, si Slafkovský est capable d'atteindre ce potentiel-là d'attaquant de puissance, de gars en qui on a cru quand on l'a repêché, premier au total, sky is the limit. On va en parler dans le prochain bloc, mais je pense que le trio Demidov, Texier, Kapanen a très bien joué hier. Oui. Ils auraient mérité un but, surtout en deuxième période. Ils ont cogné à la porte à maintes et maintes reprises. Il y a même une séquence où les trois se sont frappés au mur Jordan Binnington. Finalement, ils n'ont pas été capables de la mettre dedans. Et on va en parler aussi dans le prochain bloc, mais le trio Gallagher, Evans, Anderson en arrache solide. C'est difficile. C'est difficile de voir. C'est difficile de voir ces gars-là aller. Et le problème dans tout ça, c'est que le Canadien est une jeune équipe. C'est la plus jeune équipe de toute la Ligue. T'as besoin de tes vétérans. T'en as très peu. T'as besoin que tes vétérans fassent le travail parce que quand t'es une jeune équipe, évidemment, tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas. T'as besoin que tes vétérans soient des stabilisateurs. Exact. C'est ce qui était l'an passé. Evans, Anderson, Gallagher, toute l'année, c'était des forces tranquilles. À ça, on pourrait ajouter Dvorak et Armia, évidemment. Ils sont partis. Mais moi, je m'attends à beaucoup plus de la part de ces gars-là. Ils n'en fournissent pas assez présentement. Ouais. Leur différentiel est complètement atroce. Là. Tu comptes leur présence. C'est rare que tu peux regarder les présences du trio Gallagher, Evans et Anderson et dire « Ah, ça, c'était une bonne présence. Ils ont bien fait ça. » Et voilà, quand on regarde le différentiel, moins 15 Jake Evans, moins 11 Josh Anderson, évidemment, ça veut pas tout dire, là, les plus et les moins. Mais ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut quand même dire quelque chose. Bon, dans le prochain bloc, on va revenir un peu plus en détail sur la dernière fin de semaine du Canadien. Il y a des joueurs qui ont très, très bien fait. Il y a des joueurs qui ont été un peu décevants. On vous révèle ça au retour. 100% sport. Tout de suite après 100% max, tes deux chums de la radio débarquent luncher avec toi. Georges et Gonzo.
Manque pas une minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% sport, plus de fun. Lorsque vous êtes malade et que vous avez des questions sur votre état de santé, plusieurs choix s'offrent à vous. Appelez au 811 ou consultez votre pharmacien pour savoir comment vous soigner à la maison. Si le problème persiste et que vous avez un médecin de famille, contactez votre clinique pour obtenir un rendez-vous. Si vous n'avez pas de médecin, utilisez le guichet d'accès à la première ligne pour être dirigé vers le bon professionnel. Pour plus d'efficacité, assurez-vous de recevoir le bon service par le bon professionnel au bon moment. Il existe d'autres options que l'urgence. Informez-vous au québec.ca/accès santé. Un message du gouvernement du Québec. Donner des cadeaux pendant les fêtes, c'est compliqué. Ton oncle veut des bas, ta nièce veut de l'argent, ton voisin veut juste que tu lui redonnes sa petite souffleuse. Peut-être à la fin de l'hiver. Mais là, tu reçois un 12 pouces classique gratuit quand t'achètes 50 $ en carte cadeau Subway. J'aime ça. Un 12 pouces classique gratuit quand j'achète 50 $ en carte cadeau Subway. Oui, c'est un cadeau qui fait l'unanimité. Ça, c'est un miracle des fêtes. Puis ça goûte bien meilleur que des bas. Ça, c'est vrai. Dans les restaurants Subway participants, limite de 4 se termine le 31 décembre. L'école est fermée jusqu'à nouvel ordre. J'ai sorti mon set de ski de fond usé à la corde. Tantôt on va regarder si les cadeaux dans le sous-sol. On est arrivé à temps. C'est le temps que le temps des fêtes se pointe du bout du nez. Pour te souhaiter bonne année, grand-mère. S'offrir du temps ensemble, c'est magique. Ciné-cadeau, tous les jours à la télé, sur le web et l'appli de Télé-Québec. Encore un accident? Qu'est-ce qui est arrivé? Notre chauffeur s'est fait couper, c'est lui qu'on blâme. Pas de témoins, pas de preuves. Nos coûts d'assurance n'arrêtent pas de monter. Nos chauffeurs devraient pas être blâmés pour ça. Ça nous prendrait Samsara. Leurs caméras avec intelligence artificielle vont enregistrer ces incidents en temps réel. On pourra prouver que nos chauffeurs ne sont pas dans le tort. Avec Samsara, on pourrait protéger nos chauffeurs et éviter les fausses réclamations? Exact. Samsara aide des entreprises comme la nôtre partout au Québec. Protégez vos chauffeurs, votre réputation et vos profits sur samsara.com. Samsara, opérez plus intelligemment. La paye n'est pas encore rentrée puis tu as un imprévu. On le sait, les factures inattendues, ça peut arriver à tout le monde. Souvent, ça tombe au pire moment. C'est pour ça que Vito Prêt a créé une formation en gestion financière qui vient avec une remise en argent instantanée dès ton inscription. En plus, tu as accès à un outil en ligne pratique pour planifier tes versements de façon flexible. Tu gardes le contrôle de ton budget à ton rythme sans casse-tête. Tout se fait 100% en ligne. C'est simple et rapide. Vito Prêt, ta formation, ton coup de pouce financier. Sur réserve d'approbation, certaines conditions s'appliquent. Besoin d'un camion cargo ou cube? Chez camionscommerciaux.ca à Répentigny, on a le Transit, le ProMaster ou Savannah pour votre entreprise. On l'a pas en stock? On le trouve pour toi. Livraison partout au Québec. Camionscommerciaux.ca. Joyeux temps des fêtes de l'équipe d'Electrimat. Distributeur 100% québécois de matériel électrique, chauffage et éclairage. Avec 5 succursales, plus notre nouveau centre de distribution à Saint-Hubert. Et grâce à notre flotte de camions, on livre directement sur vos chantiers. Electrimat. Rapide, local, efficace. 100%! 60 minutes aussi intenses qu'un shift demi-dove. Max! T'écoutes 100% Max. Avec Max Lalonde et Oli Pema. Le match le plus intense de la radio. Olivier Paiement en remplacement de Max Lalonde aujourd'hui dans 100% Max jusqu'à l'arrivée de Georges et Gonzo dans 40 minutes. Hugo, oui, deux matchs du Canadien cette fin de semaine. Évidemment, victoire contre les Maple Leafs en tir de barrage, défaite contre les Blues de Saint-Louis hier. On va y aller de nos étoiles et de nos déceptions pour la fin de semaine. Donc, les deux matchs. Commençons avec toi. C'est qui ton étoile de la fin de semaine? Ben, c'est un nouvel arrivant chez le Canadien. Alexandre Texier, je trouve, a très bien fait. Au début, on n'était pas sûr quand on l'a jumelé à Oliver Kapanen et Ivan Demidov. Moi, j'étais quand même optimiste parce que c'est un trio de jeunes qui sont très talentueux. Ils vont axer leur jeu sur le maniement de rondelles, la vision, mais ils apportent tout quelque chose de différent. Kapanen apporte un volet un peu plus défensif à ce trio-là, comparativement à Demidov qui est, il va être un peu plus sur le fait de pouvoir concrétiser, soit trouver la passe payante ou être capable de marquer des buts. Alexandre Texier s'est très bien mêlé à ça. Il a pris des risques, mais des risques intelligents durant les deux matchs. Il était extrêmement motivé à jouer contre les Blues de Saint-Louis, son ancienne équipe. Avait hâte à ce nouveau départ-là avec les Canadiens de Montréal. Et ben, qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené un superbe but en tir de barrage. Ça a amené à des jeux très, très, très intéressants tout au long de la fin de semaine. Donc, honnêtement, chapeau à Alexandre Texier qui a bien fait, là. Tu sais, Alexandre Texier, je pense qu'il y a plus, à cause de son style de jeu, là. C'est un gars qui patine bien. C'est quand même un gars qui est doué offensivement. On a vu sa feinte absolument incroyable en tir de barrage contre Toronto samedi soir. C'est un gars qui fit plus
sur un deuxième trio que sur une 4. Parce que sur une 4, tu veux peut-être des gars qui sont plus responsables défensivement, peut-être des gars qui sont plus physiques. C'est pas Alexandre Texier, ça. Moi, j'aime bien le fit avec Kapanen et Demidov. Est-ce qu'il va finir l'année avec eux? Non. Je pense pas non plus. Mais en attendant, il fait le travail. Il génère beaucoup d'attaques avec ces deux gars-là. Il a le patin pour être capable de les suivre. C'est pas n'importe qui, on s'entend, qui est capable de suivre Ivan Demidov. C'est ça. Il y a une certaine créativité à son jeu. Puis regarde, il n'y a pas de points cette fin de semaine, mais il est passé très proche. Il a cogné à la porte à plusieurs reprises. À Toronto, il s'est fait voler à Toronto. Moi, j'ai hâte de voir ce que ce trio-là nous réserve dans les prochains matchs. J'aime ce que je vois d'Alex Texier. Regarde, je pense qu'il y a certaines carences dans son jeu. C'est pas le gars le plus physique. Il perd souvent ses batailles le long des rampes. Mais en attendant, il fait bien la job sur le deuxième trio. Moi, mon étoile de la fin de semaine, puis je pense que tu pourrais pratiquement lui donner l'étoile du match à tous les matchs du Canadien depuis le début de la saison, c'est Lane Hutson. Lane Hutson, bon, pas de points dans la rencontre contre Toronto, mais comme d'habitude, il a généré énormément d'attaques. Et hier, que dire du but qu'il a marqué? La vision, la créativité, l'ambition que ça prend, t'es un défenseur, de te déplacer de la sorte, de couper au filet, d'avoir ton bâton sur la glace et de la mettre dedans comme ça. Lane Hutson, il m'impressionne énormément. Et hier, quand le Canadien tirait de l'arrière, essayait de revenir dans ce match, c'est qui générait de l'attaque, qui essayait tout le temps de créer quelque chose quand il embarquait sur la patinoire? C'est Lane Hutson. Encore une très, très bonne fin de semaine pour lui. C'est toute une saison. On sent vraiment qu'il a pris un pas. Il est plus mature dans son jeu cette saison, Lane Hutson. Oui, exact. Et moi, ça me fait rire parce que Lane Hutson devient le joueur, le défenseur anticonventionnel que tout le monde aime regarder. Ben oui. Écoute, la manière qu'il bouge, ses pieds sont constamment en mouvement, il crée des occasions. Et le Canadien, cette année, a bien fait de voir un Lane Hutson en développement complet et faire l'acquisition de Noah Dobson parce que maintenant, on a des défenseurs qui savent saisir une opportunité quand monter au filet. Et Hutson l'a fait sur son but, encore une fois. Il y a des mains magiques. Ce gars-là, il pourrait jouer à l'attaque, puis il serait correct. Là, on s'entend. Là. Mais le fait qu'il soit capable de revenir dans des replis, quand il décide de monter, qu'il soit rapide, qu'il ait cette vision-là, il apporte de quoi à chaque match. Et ça, honnêtement, c'est tellement chouette de voir ça et d'avoir ça. C'est un soupir là, de soulagement pour Martin Saint-Louis. Parce que même s'il y a quelque chose de chaotique qui va se faire, ben tu sais que Lane Hutson va soit ressortir avec la rondelle ou il va être capable de générer une chance de marquer avec ça. Et une chose que tu peux jamais reprocher à Lane Hutson, c'est son manque d'effort. Il va jamais baisser les bras. Peu importe c'est quoi le pointage dans le match, il va essayer de créer de quoi. Exact. Il va essayer d'aider son équipe à revenir dans le match. Défensivement, évidemment, là, c'est pas Larry Robinson. C'est pas, il sera jamais parmi les meilleurs joueurs, les meilleurs défenseurs défensifs de la ligue, mais il est très honnête. Bâton toujours bien placé. Avec son patin, il réussit toujours à se remettre en bonne position si jamais il a peut-être été un petit peu trop agressif dans ses offensives. Lane Hutson m'impressionne énormément cette saison. T'sais, il est à 22 points en 28 matchs. Ça, c'est un rythme d'à peu près 65 points sur une saison complète. Je serais pas surpris qu'il y ait peut-être un petit peu plus que ça si jamais l'avantage numérique du Canadien continue à bien performer. Ça va très bien. Là, pis, on s'entend, pour une brigade défensive, tu peux pas avoir 4 Lane Hutson, mais en avoir un, c'est toujours bénéfique. Ça, c'est sûr. Non, tu pourrais avoir 4 Lane Hutson. Quoique ça se peut que les Devils se retrouvent dans cette situation-là. On en parlera ça, j'ai hâte dans une quinzaine de minutes. Hugo, qui t'a déçu cette fin de semaine? Ben écoute, on en parlait un peu plus tôt à l'émission, Oli, mais j'ai pas le choix de parler de Brendan Gallagher. On parle souvent des joueurs un peu plus vieux. Ça, c'est revenu aussi dans le débat un peu de Nazem Kadri. Les vieux joueurs vont atteindre une certaine limite à un moment donné. Est-ce que Brendan Gallagher est allé trop loin? Un peu comme David Savard l'an dernier. Là, ça va trop vite un peu pour lui. Il est pas capable de suivre le rythme. Écoute, il y a eu des séquences hier où il était à bout de souffle. Il tentait des choses, puis tu voyais qu'il voulait, mais écoute, il était lent. Puis ça fait en sorte que ça déraille un peu le reste du trio. Jake Evans et Josh Anderson, c'est deux joueurs qui peuvent être relativement rapides. Josh Anderson, là, il est de moins en moins vite. Là, on sait pas ce qui se passe, mais c'est des joueurs qui peuvent avoir un certain rythme. Avoir un Gallagher sur ta ligne comme ça, qui a de la misère à finir ses jeux, qui a de la misère à récupérer des rondelles, pour moi, c'est très difficile. C'est un Brendan Gallagher complètement différent qu'on voit cette année. Hier, je comprends, il s'est blessé pendant le match, blessure à l'aine. Il est revenu au jeu par la suite, mais même avant ça, puis même chose dans le match de samedi, puis tu peux dire ça sur toute la saison, c'est vraiment
c'est un peu triste à voir, mais le gars, il avance pas. Là. Non, c'est fini. Là. Il est vieux. C'est un joueur qui est magané. Il a mangé beaucoup de coups, on va se le dire. Il a pratiqué un style de jeu toujours très, très physique dans sa carrière, Brendan Gallagher, malgré sa petite taille. Puis c'est inquiétant de le voir comme ça parce que c'est un petit peu une nuisance pour le Canadien de Montréal en ce moment, Brendan Gallagher. On a de la misère à le matcher sur un bon trio. Je sais pas c'est quoi la solution. Bon, s'il est blessé, il est blessé, mais est-ce qu'on est sur le bord de dire healthy scratch, Brendan, puis on rappelle quelqu'un de Laval? Ouais, ben moi, si je suis le Canadien, je suis très, très, très prudent avec la blessure à Gallagher. Tu sais, moi, je dirais quasiment comme, hey, on va t'évaluer, mais on te mettrait vraiment sur les lignes de côté. Juste, question que tu reviennes un peu plus fort un peu plus loin dans la saison, là. Ouais. Et il y a beaucoup de jeunes avec beaucoup d'énergie. Tu sais, Florian Giaccai, Jared Davidson, on en a pas parlé, mais il a eu des chances de marquer en fin de semaine. Mais Jared Davidson joue du meilleur hockey que Brendan Gallagher présentement. Exactement. Ne serait-ce que par le fait qu'il patine. Ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour Gallagher en ce moment. C'est ça, exactement. La vitesse, c'est tout. Dans une ligue nationale aussi qui évolue, la vitesse, ça va être tout. Donc, pour Gallagher, en ce moment, on est vraiment à la fin. Puis le problème, c'est que là, en ce moment, il est pris avec Evans et Anderson, deux gars qui jouent pas du super bon hockey en ce moment non plus. Est-ce que c'est à cause de Gallagher qu'Anderson et Evans en arrachent? Non, ça allait pas super bien avant qu'ils soient jumelés à lui. Mais ça aide pas, c'est sûr. Quand t'as un joueur qui est pas capable de garder le pace de ces gars-là, ça aide pas. Mais est-ce qu'on va essayer de défaire cette combinaison-là à suivre? Ouais, ça va être difficile de démanteler ça, honnêtement, parce que le reste de tes lignes vont bien, là, quand même. Là. Ben oui, les deux premiers trios, évidemment, tu touches pas à ça. Ça va être intéressant de voir, évidemment, éventuellement, il y aura des blessures et tout. Ouais. Est-ce qu'on va procéder à des acquisitions? Mais ces trois joueurs-là doivent se remettre en marche. L'an passé, là, c'était 3 rouages clés de la qualification du Canadien de Montréal en séries éliminatoires. Et pour le moment, là, ils ne sont pas l'ombre d'eux-mêmes. Bon, moi, pour ma déception de la fin de semaine, ça se peut que je me fasse lancer des roches. Laissez-moi m'expliquer. Moi, celui qui me déçoit, c'est Noah Dobson. Et je comprends, dans le match d'hier, il a été la 3e étoile. Il a marqué un but. Et honnêtement, en fin de match, faut que j'y lève mon chapeau, là. Il a généré beaucoup d'attaques. On sentait que si le Canadien était pour revenir dans ce match-là, ça allait peut-être passer par le bâton de Noah Dobson. Dans le match contre les Leafs aussi, il a formé une solide paire avec Mike Madison. Mais sur le but de Scott Laughton, il s'est un petit peu fait prendre à contre-court. Laughton était derrière lui, il est parti en échappée. Et c'était pas non plus le plus gros repris défensif de la part de Noah Dobson. Moi, c'est juste que j'ai des attentes plus élevées pour Dobson. Le Canadien a payé un fort prix pour faire son acquisition. Emil Heinemann, qui est tout feu tout flamme avec les Islanders de New York. 2 choix de premier tour. Et c'est le joueur le mieux payé du Canadien de Montréal à 9,5 millions de dollars par saison. Est-ce que c'est normal que ton joueur le mieux payé soit ton 3e défenseur le plus utilisé? C'est difficile. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais ta question est super pertinente. Premièrement, c'est sa première année avec le club. T'as un Mike Matheson qui joue du 27, 28, 29 minutes par match, qui est déjà établi dans le système. Ça, c'est sûr, ça va être une bouée de sauvetage pour Martin Saint-Louis pour commencer. À un moment donné, tu sais, avec l'âge qui va rattraper Matheson éventuellement, et le fait que Noah Dobson est un joueur super intelligent. Ben oui. À un moment donné, le vent va changer de bord. C'est sûr que Dobson va devenir la bouée de sauvetage pour le reste. L'autre chose, c'est une question que j'ai pour toi. Noah Dobson, est-ce que lorsque le Canadien a fait son acquisition, toi tu te fiais sur le fait qu'il avait fait une saison de 70 points puis tu t'as comme mis tes standards offensifs? Mais c'est pas nécessairement d'un point de vue de points, mais d'un point de vue d'être un général en défensive, d'être le défenseur numéro 2, disons, de l'équipe. Puis je dis pas que Noah Dobson, c'était le pire joueur du Canadien en fin de semaine, loin de là. On l'a dit, Gallagher a été mauvais, Anderson a été mauvais, Evans a été mauvais, il y en a d'autres aussi. Mais je m'attends à plus. Je comprends. Je m'attends à un gars qui gruge des minutes sur le désavantage numérique, qui est capable, sur la deuxième vague du jeu de puissance aussi, de générer de l'attaque. Je m'attends un petit peu plus, puis je sais qu'il a, parce qu'il l'a montré cette année, puis par moment, la paire qu'il forme avec Mike Madison, c'est une des très bonnes paires de la Ligue nationale de hockey. Ce sont 2 gars efficaces, bonne relance. Il y a peut-être une partie de ça aussi que c'est un peu un gars nonchalant sur la patinoire parce qu'il est gros. Son plus grand reproche, c'est un smooth skater. Fait qu'il a pas l'air nécessairement de faire des grosses enjambées, mais il est capable de patiner très très vite. Alors voilà, c'est vraiment juste que Noah Dobson,
je m'attends à un petit peu plus de sa part. Ouais. C'est une séquence un petit peu plus difficile pour lui dernièrement. À ses 6 derniers matchs, il a une fiche de -6. Alors, ça va être intéressant à suivre s'il est capable de vraiment se remettre en marche. Mais tu sais, honnêtement, la plupart de son match contre Toronto, c'était bon. C'est juste que je veux voir un petit peu plus. Je veux voir le gars en qui on a donné 9,5 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, là. Quand t'es le joueur le mieux payé, les attentes sont plus élevées envers toi. Mais avec ton gabarit aussi, on s'entend. Je pense qu'on a tous fait le saut quand Noah Dobson, excuse-moi, quand Noah Dobson est arrivé à Montréal parce que gros défenseur 6'4", utilise beaucoup son bâton, pas trop son corps. Je pense que déjà là, ça a été comme un c'est peu pas un frein. C'est pas un gars qui va te sortir des grosses mises en échec, puis c'est bien correct. Ouais, exactement. C'est juste que là, je pense qu'on est en train de s'acclimater tranquillement à son style de jeu. Mais effectivement, par moment, on l'a vu. Là. On a vu sa paresse, on a vu un peu, tu sais, on critiquait Maillot un peu plus tôt à l'émission, mais c'est vrai que des fois, il y a un bâton un peu chambranlant qui fait en sorte que là, il peut prendre une pénalité pour trébucher, accrochage, juste parce que il a pas voulu comme faire l'effort de plus. Exactement. T'sais? Fait que ça, je peux comprendre ce point-là. Je pense qu'on va devoir s'habituer au style de jeu de Noah Dobson, mais néanmoins, on s'entend pour dire qu'il y a beaucoup de mieux que de mal là, en ce moment. Là, absolument. Ça va très absolument. bien, on voit la différence. Il connaît une bonne saison. Disons que j'y donne une note de B+, pour cette saison jusqu'à maintenant. Il est-tu capable d'amener ça à un A? Parce que quand tu payes un joueur 9,5 millions de dollars par année, je pense que c'est normal d'avoir des attentes à. Bon, il y a un tweet de Frank Seravalli, l'informateur qui a fait énormément réagir en fin de semaine. Philippe Danault. Il y aurait plusieurs équipes qui seraient en discussion avec les Kings de Los Angeles pour est-ce que Philippe Danault est disponible? Est-ce qu'il pourrait être transigé? Est-ce que le Canadien doit s'intéresser à Philippe Danault? On répond à cette question dans 2 minutes. 100% Sport, ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Lanctot, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% Sport. Plus d'opinion, plus de débats, plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. À la Maison des bières, soyez vraiment prêts pour le match. 2 adresses à Montréal. Bière de microbrasserie, vin, cidre, snack. Tout pour réussir votre soirée sportive. Et tout le mois de décembre, dites le code FAN de BPM Sport pour un rabais exclusif. La Maison des bières, le vrai goût de la victoire à chaque match. Le meilleur endroit pour passer un moment mémorable entre amis, en famille ou entre collègues, c'est chez Zero Latency Montréal. Venez expérimenter la meilleure expérience de réalité virtuelle au monde. Profitez des arcades, relaxez au lounge ou commandez au bar. Réservez au ZeroLatencyVR.ca. Trouvez le cadeau idéal chez Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Jusqu'au 24 décembre, profitez de nos aubaines des fêtes et obtenez jusqu'à 40% de rabais sur une foule de produits. Détails en magasin ou sur triohockey.ca. Pourquoi j'adore acheter mes cadeaux chez Pharmaprix? C'est simple. Plein de magasins, souvent ouverts tard, des super cadeaux et des points PC Optimum. Faites comme moi. Trouvez des cadeaux pour eux et des points pour vous. Pharmaprix, allez-y. Des exclusions s'appliquent. Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à supprimer. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super! C'est juste pour jouer. Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer. 19+, jeu gratuit, uniquement, jouer de façon responsable. La direction du marché Trois-Rouges de Repentigny et de Mascouche tient à vous souhaiter de joyeuses fêtes et une excellente année 2026 à son équipe, ses clients et ses futurs clients. Profitez de cette période pour gâter ceux que vous aimez. Notre inventaire vous réserve des bières de microbrasserie, des fruits et légumes frais d'une qualité supérieure, des produits maison diversifiés et raffinés, viande et poissons à prix compétitif. Venez nous voir. Le marché Trois-Rouges, ouvert tous les jours de 8 à 19h. Plus de détails sur nos réseaux sociaux. T'écoutes 100% Max avec Max Lalonde et Oli Pema. 60 minutes aussi intenses qu'un shift de demi-dove. BPM Sport.
Olivier Paiement en remplacement de Max Lalonde pour encore une vingtaine de minutes jusqu'à l'arrivée de Georges et Gonzo. Ça va pas très bien pour Philippe Danault cette saison avec les Kings de Los Angeles. Il y a 5 passes, aucun but en seulement 28 matchs cette saison. Il s'est même ouvert dans une entrevue avec le journaliste Zach Dooley, qui est affecté à la couverture des Kings de Los Angeles. Je paraphrase, là, mais en gros, cette fin de semaine, il dit « Honnêtement, j'ai essayé tout ce que j'ai appris depuis mon arrivée dans la LNH il y a 11 ans. J'ai tout essayé, que ce soit l'aspect mental, être premier sur la patinoire, tirer 200 rondelles lors des entraînements. » Et là, samedi soir, Frank Seravalli rajoute de l'huile sur le feu. Il tweet « Beaucoup de discussions d'échanges entourant le centre des Kings, Philippe Danault. Plusieurs équipes ont demandé aux Kings de sa disponibilité en raison du maigre marché au centre. Elliot Friedman, même ce matin, en ajoute en indiquant que Danault ne serait pas vraiment contre l'idée d'être échangé et de quitter Los Angeles. Danault, évidemment, centre gaucher, on le connaît bien. Il va avoir 33 ans au mois de février. C'est seulement 5 points en 28 matchs cette saison. Et le problème, c'est qu'avec l'émergence de Quinton Byfield, Philippe Danault a vraiment pris un recul dans l'organigramme des Kings de Los Angeles. Il joue maintenant sur un 3e trio avec Warren Fogle et Moore. C'est 16-27 de temps de jeu moyen. Ça, c'est son plus bas total depuis son arrivée à Los Angeles. Son contrat, 5,5 millions de dollars par année pour encore 1 an et demi, devient agent libre sans compensation. Le 1er juillet 2027, Philippe Danault a une clause de non-mouvement. Ça veut dire qu'il y a 10 équipes auxquelles il ne peut pas être échangé. Même si d'un point de vue offensif, ça va pas. Ça reste que Philippe Danault, c'est encore un des très bons centres défensifs de la Ligue nationale. Il est à près de 54% au cercle des mises au jeu. Puis année par année, là, quand les Kings et les Oilers s'affrontent en série, il fait de son mieux pour shut down Connor McDavid. C'est difficile. C'est difficile, mais il fait quand même une bonne job pour de vrai. Alors Hugo, je te pose la question. Vas-y. Tu pourras répondre après. Mais est-ce que le Canadien doit tenter d'aller chercher, de rapatrier Philippe Danault? Moi, je verrais pas pourquoi Kent Hughes ferait pas un appel pour Philippe Danault, honnêtement. On sait là, qu'au niveau des centres à Montréal, c'est un peu plus difficile. On est chanceux. Oliver Kapanen, il nous donne beaucoup là, en ce moment. Je pense qu'on s'attendait pas à un rendement de sa part aussi intéressant. Donc, ça fait en sorte qu'on se retrouve à avoir un bottom six ou un 3e trio qui pourrait être une place quand même assez intéressante pour Philippe Danault. Il connaît la place. Ouais. On s'entend que la raison pourquoi il l'a quitté, c'était plus une dispute avec Marc Bergevin. Je pense pas que c'était contre son gré. À LA. Ouais, ça c'est ironiquement. Mais honnêtement, puis on parle beaucoup de présence de vétérans. Tony Marcotte l'a dit à matin. C'est pas normal que ce soit des jeunes qui poussent ce club-là vers le succès présentement. Et tu l'as dit tantôt, Oli, c'est important d'avoir un apport des vétérans. Ben oui. Philippe Danault, c'est le type de vétéran qui pourra en apporter beaucoup aux Canadiens de Montréal. On s'entend, là, verrez pas fou, ça serait à court terme. Il reste 2 ans son contrat. Après ça, en fait, 1 an et demi. Regarde, Philippe Danault, c'est pas le 2e centre qu'on cherche depuis tant de mois. Là. Philippe Danault, il va pas venir tasser Oliver Kapanen pour jouer avec Ivan Demidov. Si tu vas chercher Philippe Danault, c'est pour qu'il soit ton 3e centre. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est une bonne idée? Mais ça permet à tout le monde de retomber dans sa chaise. C'est ça. Tu peux remettre Jake Evans sur le 4e trio, là où il a connu beaucoup de succès l'an passé. Joe Veleno, ça te permet de réduire un petit peu son temps d'utilisation. Et Philippe Danault, il va jouer sur le désavantage numérique. Donc, enlever un petit peu de la tâche à Suzuki pour que Suzuki soit un peu plus frais pour ses missions à 5 contre 5 et à 5 contre 4. Moi, Philippe Danault, je le prendrais. Je pense que cette saison, oui, c'est clair qu'il a ralenti, mais c'est pas un gars qu'il faut voir comme le sauveur du Canadien de Montréal. C'est quand on parle de 2e centre, il y a des options beaucoup, beaucoup plus intéressantes sur le marché. Oui, exact. Greg en parle en long et en large, mais moi aussi, là, je prendrais Nazem Kadri avant Philippe Danault. Nazem Kadri, il est capable d'être ton centre de 2e trio à court moyen terme. Danault peut pas être ça. Mais Danault peut vraiment t'aider, apporter ce rôle-là de vétéran, de leader que tu as besoin en ce moment. C'est la plus jeune équipe de la Ligue. Tu peux pas... Exact. Tu as besoin de vétérans si tu veux gagner dans la Ligue nationale. On peut faire le comparatif avec l'arrivée d'Alexandre Carrier l'an passé, mais Alexandre Carrier, ça a été le morceau de puzzle qui a fait en sorte que le Canadien puisse s'immiscer aux séries éliminatoires. Mais est-ce que Philippe Danault, cette année, va être ce morceau de casse-tête-là? Hein? La question, c'est qu'est-ce que ça coûterait? Parce qu'évidemment, les Kings, ils vont pas le donner. Danault, il y a encore une certaine valeur. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, le salaire, tout ça... C'est pas vraiment un enjeu pour le Canadien présentement. Exact. Parce que c'est un contrat à court terme. Tu l'as pour 1 an et demi à 5,5 millions.
En gros, là, cette saison, le Canadien a l'argent pour Danault. Et l'an prochain, c'est presque 22 millions de dollars que le Canadien a sous le plafond salarial parce que Patrick Laine sera plus là. Et bon, t'auras Kirby Dach à signer. Kirby Dach va pas signer pour beaucoup plus cher. Même chose pour un gars comme Zachary Bolduc. Je pense pas qu'il va demander une très grosse augmentation salariale. Bref, pour l'an prochain, là, le Canadien en a de l'argent. Mais qu'est-ce que les Kings voudraient? C'est un peu ça la question. Les Kings, c'est un club qui est vieillissant. C'est un club qui est un peu lent, on va être honnête. Est-ce qu'un gars comme Adam Engstrom pourrait intéresser les Kings de Los Angeles? Potentiellement. Est-ce que vous seriez prêt à inclure un gars comme Engstrom ou un gars comme Struble ou un gars comme Jack Eye dans une transaction pour Philippe Danault? Toi, tu donnerais qui? Tu vois, moi, je trouve que Jalen Struble joue du très bon hockey en ce moment. Si tu échanges Struble, ben là, tu finis par créer un trou à ta ligne bleue. Exact. Alors, tu te renforces en attaque, tu t'affaiblis en défense. Pas sûr que ce soit une très bonne idée. Mais Adam Engstrom, en ce moment, il joue pas à Montréal. Il joue à Laval. Fort pour la Ligue américaine, en ce moment. Probablement un petit peu trop fort pour la Ligue américaine. Moi, si tu me dis que le prix pour aller chercher Danault, c'est Adam Engstrom et un choix, disons un choix de 3, peut-être même un choix de 2, je le fais. Moi aussi. Je le fais. Puis il y en a qui vont trouver ça cher payé, mais c'est parce qu'un centre, ça court pas les rues. Le marché pour les joueurs de centre, en ce moment, là, il est très faible. Offre et demande. Puis le marché va se resserrer. Exactement. Donc, tu dois donner plus. L'offre est petite, la demande est très élevée. Fait que les Nazem Kadri, Braden Chen, Ryan O'Reilly de ce monde, ils vont coûter très, très cher. Et de toute façon, si tu vas chercher Philippe Danault, ça t'empêche pas non plus, plus tard cette année ou encore l'été prochain, de peut-être aller chercher un vrai deuxième centre. Puis on parle d'un an et demi, là, en ce moment. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec un an et demi de contrat. Là. Exactement, si on n'est pas satisfait, il reste un an de vie agent libre, ça peut être un bon joueur de location l'année prochaine pour une autre équipe. Exactement. Voilà. Tu te menottes pas en allant chercher Philippe Danault pour un an et demi. Bon, une situation qui brasse pas mal, c'est du côté de Vancouver. On le sait, ça fait un bout qu'on entend que Quinn Hughes est peut-être pas content, qu'il voudrait peut-être rejoindre ses frères du côté de Vancouver. Pas du côté de Vancouver, évidemment du côté du New Jersey où Jack et Luke, ils jouent. Et là, Elliot Freeman qui rapporte samedi soir pendant Hockey Night in Canada que les Devils et les Canucks auraient effectivement commencé à avoir des discussions par rapport à Quinn Hughes. Pour le moment, il n'y aurait rien de concret. Exact. Mais il y a quand même eu des discussions. Après le match, Quinn Hughes a été questionné par rapport à la situation. On va aller l'écouter. No, I mean, I'm doing what I can. Like you said, I'm on the ice. It wasn't like if there was a call, me, Jim, and Fitzy hopped on the call. You know, I wasn't a part of that. But obviously, I'm aware that, you know, things like that could happen for sure. C'est pas comme s'il y avait eu un appel avec moi, Jim, évidemment, Jim Rutherford, président des Canucks, et Fitzy, le DG des Devils. J'ai pas fait partie de ça, mais évidemment, je sais que ça pourrait arriver. J'ai-tu bien compris qu'il a appelé le DG des Devils par son surnom? Il a appelé Tom Fitzgerald Fitzy. C'est-tu louche, hein? Ben, je sais pas à quel point. Parce que, honnêtement, moi, c'est normal. Moi, étant un joueur d'une équipe, je ferais jamais ça. C'est normal qu'un joueur d'une équipe adverse appelle un autre DG par son surnom. Maintenant, je suis allé fouiller et Tom Fitzgerald a joué au hockey à Providence, à l'université, avec le père des Hughes. C'est aussi le DG de ses frères. un ami de la famille. Bref, il y a une certaine familiarité là, c'est certain. Mais moi, être un partisan des Canucks, si j'entends ça publiquement, j'aurais peur. J'aurais peur. Moi, je me pose des questions. Ça va pas bien du côté des Canucks. Sont avant-derniers dans la Ligue. Ils ont raté les séries l'an passé, on le sait tous. Il y a eu une séquence virale là, sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Vous l'avez peut-être vu passer. Un shift de Quinn Hughes où il paraît complètement désintéressé. Il n'avait pas envie pantoute d'être là. Et Quinn Hughes, on vous le rappelle, agent libre, sans restriction, le 1er juillet 2027. Alors honnêtement, ça semble être une question de temps avant qu'il rejoigne ses frères au New Jersey. Est-ce que ça va se faire dans les prochains mois via transaction ou est-ce que ça va se faire en juillet 2027 par signature? Faudrait demander à Fitzy. Il va le savoir, Fitzy, lui. Puis tu sais, le problème dans tout ça, c'est que disons si t'es les Canucks puis tu te dis, OK, là, on va l'échanger, Quinn Hughes. Mais si tout le monde sait que lui, il veut juste aller aux Devils, ils vont pas vouloir payer très très cher pour aller le chercher. Bref. Un peu comme Patrick Kane avec les Rangers. Exactement. Ouais. Si le joueur, c'est clair qu'il s'en va juste à une place, le prix pour aller le chercher va être plus faible.
Donc, les Canucks perdent un petit peu de leur levier de négociation dans cette situation-là. Évidemment, c'est pas idéal parce que tu as un joyau. Là. On s'entend que Quinn Hughes, c'est un défenseur top 3, top 5 dans la LNH. Si tu l'échanges, tu veux recevoir un pactole pour lui. Tu veux pas avoir une transaction un petit peu broche à foin où tu n'as pas vraiment eu le choix de l'échanger aux Devils. Bref, mais ça va être vraiment intéressant à suivre. On s'enligne vers un entonnoir où les Canucks vont pas avoir de résultats très positifs de cette situation-là. On semble vraiment s'enligner où est-ce qu'ils n'auront pas le choix, ils seront menottés eux autres pour faire de quoi avec Quinn Hughes. Ouais. Puis la bonne chose, c'est que les Devils ont quand même plusieurs morceaux intéressants à donner dans une transaction éventuelle. T'sais, en défense, tu as des espoirs comme Simon Nemec, un ancien deuxième choix au total. Anton Silayev a été choisi très tôt aussi. En attaque, tu as un gars comme à la Dawson Mercer, disons qui pourrait être inclus dans cette transaction-là, mais tu n'auras jamais en retour un joueur autant de qualité que ce que tu as en Quinn Hughes. Alors, c'est sûr qu'ils vont perdre au final dans cette transaction-là. Mais j'ai hâte de voir s'il y a d'autres équipes peut-être qui vont essayer de cogner à la porte. Parce qu'au pire, si tu es une autre équipe, tu pourrais te dire aussi, ben moi, Quinn Hughes, je vais le prendre pour 1 an et demi. Je vais le prendre pour 2 runs des séries. Puis s'il veut pas rester, va te donner ça. C'est ça. Puis s'il veut pas rester passer ça, s'il veut vraiment devenir agent libre, il le fera, mais je vais payer un prix en conséquence. Exact. Si je fais une transaction pour aller chercher Quinn Hughes pour 1 an et demi, ce sera pas le même prix que si tu vas le chercher pour 9 ans et demi, disons. C'est ça. Comme ça pourrait être 8 ans et demi, là, parce qu'évidemment, avec la prochaine convention collective, ça change. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une situation assez précaire. Une chose est sûre, les Canucks ne doivent pas le perdre pour rien. Mais c'est parce que déjà l'an passé, avec la transaction de JT Miller, parce que ça avait été tellement boiteux, ils ont perdu de la valeur à travers tout ça. Tu sais, JT Miller, qui est un très, très bon joueur de hockey, là, on s'entend. Au final, cette transaction-là, les Canucks n'ont pas eu un très, très gros retour. Évidemment, tu as Philippe Hittil, qui a été un des gros morceaux de cette transaction-là. Mais à part de ça, les Canucks n'ont pas eu grand-chose. Puis tu pourrais même remonter à la transaction Bo Horvat il y a quelques années. On a comme de la misère à maximiser la valeur de nos joueurs du côté de Vancouver. Et là, on a Quinn Hughes, qui a gagné un Norris il n'y a pas si longtemps que ça et qui veut probablement quitter. Ça va être très intéressant à suivre. Bon, les habitués de 100% Max savent qu'à la fin de l'émission, j'étale mes grandes connaissances, comme le dit Max. Au retour, ce sera pas moi, ça va être Hugo. Et soyez prêts. Parce qu'Hugo, là, il en sait des choses encore plus bizarres que moi. On s'en parle dans 2 minutes. 100% sport. BPM Sport, c'est aussi la commission athlétique. Ton usine à podcast de sport, incluant Radar, le balado hockey au Québec, avec Anthony Desaulniers, Oli Paiement et Hugo Rech. Si le Canadien fait pas les séries, c'est un échec monumental. Mais ils sont en train de vivre ce que les Devils ont vécu. Ce que les Devils ont vécu, ce que l'Avalanche a vécu. Tu sais, ils ont comme piqué un peu trop tôt l'an passé. Là, t'as un retour à la normale un petit peu. Radar, à écouter maintenant sur YouTube et sur toutes les plateformes de la commission athlétique. 100% sport, plus de balado. Radar. Partout où les Canadiens lèvent leur verre, Molson est là. Puis c'est pas pour rien. Quand ça fait plus de 230 ans que t'es au Canada, t'as été partout. Dans les verres et les frigos des Canadiens de génération en génération. Molson a une bière pour tout le monde, alors lève ton verre ou ce dans quoi tu bois ta Molson. Santé! Parce que l'important, c'est pas dans quoi elle est versée, mais où elle est brassée. Canadian Export Ultra Excel. Molson, tous ensemble. Vous devez avoir l'âge légal de consommer. Ta paye n'est pas encore rentrée puis tu as un imprévu. On le sait, les factures inattendues, ça peut arriver à tout le monde. Souvent, ça tombe au pire moment. C'est pour ça que Vito Prêt a créé une formation en gestion financière qui vient avec une remise en argent instantanée dès ton inscription. En plus, tu as accès à un outil en ligne pratique pour planifier tes versements de façon flexible. Tu gardes le contrôle de ton budget à ton rythme sans casse-tête. Tout se fait 100% en ligne. C'est simple et rapide. Vito Prêt, ta formation, ton coup de pouce financier. Sous réserve d'approbation, certaines conditions s'appliquent. Donner des cadeaux pendant les fêtes, c'est compliqué. Ton oncle veut des bas, ta nièce veut de l'argent, ton voisin veut juste que tu lui redonnes sa petite souffleuse. Peut-être à la fin de l'hiver. Mais là, tu reçois un 12 pouces classique gratuit quand t'achètes 50$ en carte cadeau Subway. J'aime ça. Un 12 pouces classique gratuit quand j'achète 50$ en carte cadeau Subway. Oui, c'est un cadeau qui fait l'unanimité. Ça, c'est un miracle des fêtes. Puis ça goûte bien meilleur que des bas. Ça, c'est vrai. Dans les restaurants Subway participants, limite de 4
se termine le 31 décembre. Le temps des fêtes commence chez Action Chevrolet Saint-Hubert. C'est le moment de passer à l'électrique avec les Equinox EV et Blazer EV. Plus 1200 $ de rabais pour les membres exécutifs Costco. Ou optez pour un Trax à essence à seulement 97 $ par semaine. Imbattable. Et attention, le programme Gagner à souhait est lancé. Venez en concession, tournez la roue et courez la chance de gagner jusqu'à 25 000 $ de rabais sur votre prochain véhicule. Action Chevrolet Saint-Hubert. Vos fêtes commencent ici. Pour les fêtes, Au-Jeu vous propose une incroyable sélection de Lego, de Jellycat et de jeux de société. Commandez sur aujeu.ca, OJEUX.ca. Livraison rapide et gratuite dès 75 $. Avec le code BPM25, obtenez jusqu'à 3 emballages cadeaux gratuits chez Au-Jeu. La magie commence ici. Y a rien comme une bonne poutine entre amis à toute heure du jour ou de la nuit. À Montréal, qui dit poutine, dit La Banquise. Avec sa grande variété de poutines spécialisées, c'est toujours la meilleure place. Rue Rachel, près du parc La Fontaine, ouvert 24 heures, labanquise.com. À la recherche de couvreurs ou de ferblantiers fiables et professionnels dans le Grand Montréal, Sylva Couvreur, en affaires depuis 43 ans, est là pour réaliser tous vos projets. Écrivez-nous au info@commercialsylvacouvreur.com. Ici Mazda de Boucherville. On profite d'un temps d'arrêt pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous nos clients et employés. Merci pour votre confiance toute l'année. Fier d'être votre concessionnaire Mazda sur la Rive-Sud. On vous accueille au 1540 rue Ampère. Mazda de Boucherville. Chaque client compte. Visitez mazdaboucherville.com. 100% Max. Jusqu'à Lara Gonzalez à 11h. C'est 100% Max. Dernier Grand Prix de la saison, c'était hier. Ça a été un petit peu décevant, Hugo. Là. On s'attendait, on avait peut-être des attentes pour une espèce de Grand Prix historique. Évidemment, Lando Norris, Max Verstappen, comment ça va finir cette histoire-là? Finalement, non. Sans tambour ni trompette, c'est Lando Norris qui a remporté le championnat des pilotes. Ouais, Lando Norris qui devait s'assurer d'un podium pour remporter le championnat des pilotes. Écoute, ça a été un peu stressant en début de course parce que Oscar Piastri a rapidement dépassé de l'extérieur au virage 9 Lando Norris et par la suite, lui voulait vraiment pourchasser Max Verstappen. Écoute, c'était sa seule chance. Lui, il fallait qu'il gagne la course pour avoir une chance de remporter le championnat des pilotes. Et après ça, Norris s'est retrouvé à avoir un Charles Leclerc qui était là, derrière lui, dans une fenêtre de DRS quand même assez intéressante pendant très longtemps, jusqu'à temps que finalement les pneus de Leclerc cèdent. Et par la suite, ça a été une gestion de course de maître de la part de McLaren. Lando Norris n'a pas fait d'erreur. Il aurait pu avoir un petit accrochage avec Yuki Tsunoda lorsque Tsunoda s'est fait demander de défendre pour pouvoir ralentir Norris. Finalement, il a pu le dépasser sur quand même une tactique assez dangereuse de Yuki, mais néanmoins, ça faisait du bien de voir quelqu'un qui n'était pas Max Verstappen comme champion du monde. Max Verstappen est un excellent pilote. Au contraire, justement parce qu'il ne fait pas d'erreur que tu veux le battre. Et il devient le 11e Britannique à remporter le championnat des pilotes et le 35e pilote différent à remporter le titre dans l'histoire de la F1. OK, en 30 secondes. Si tu avais une chose à retenir de cette saison 2025 en F1, ce serait quoi? Cette fameuse lutte-là à 3. Ça a un peu sauvé la saison. Exactement, parce que au début, on pensait vraiment que ça allait être Oscar Piastri qui allait avoir les devants. Il y a eu 100 points d'écart à un moment donné dans cette saison-là. Et finalement, Max Verstappen, encore une fois, ne fait pas d'erreur. On change de directeur technique à Red Bull, on améliore la voiture, revient dans la course. Et Lando Norris qui a vraiment gagne les positions importantes au bon moment dans la saison. Ça a fait en sorte que ça a été vraiment une belle course pour la fin. Ça a donné une fin de saison quand même assez enlevante. Là, évidemment, pour la saison 2026, il y a une panoplie de changements, notamment aux voitures, tout ça. Ouais. Alors, ça va être intéressant à suivre. Comment est-ce que les écuries, les pilotes en ressortent pour la saison prochaine? Hugo, étale-nous ton grand savoir. Je sais pas pourquoi je sais ça, ça sert à rien pantoute. J'ai jamais vu Slapshot, mais sachez ça, je sais pas pourquoi. Quoi? C'est moi, le détective Fimento! Je te l'ai pas dit, mais c'est vraiment mon jingle préféré de tout. Écoute, on se ramène en 2012 au repêchage. Andrei Vasilevski, on le connaît, multiple champion de la Coupe Stanley, Conn Smythe, Vizina, nomme-les, il les a tous gagnés. Est-ce que tu savais qu'Andrei Vasilevski a failli être un sénateur d'Ottawa? Comment ça? Donc, il a été repêché au 19e rang, Andrei Vasilevski. Les sénateurs avaient demandé à son agent d'organiser un rendez-vous avec lui un peu plus tôt vers le repêchage. Parce que Vasilevski s'entraînait à Ottawa, c'est Brian Murray qui avait demandé de faire le rendez-vous.
Puis Andrei Vasilevskiy a dû ne pas se pointer. En fait, c'est pas pointé parce que la veille, écoute ça, tu vas pas revenir. La veille, il est allé au jeu d'eau. Il est allé à Calypso. Non! Et il y a eu trop de coups de soleil. Ben non! Il s'est jamais réveillé. Il a jamais entendu son alarme. S'est jamais pointé au meeting avec Brian Murray. Ce qui a fait en sorte que, finalement, au 15e rang, les Sénateurs ont repêché Cody Ceci, la légende des Kings. Et après ça, 4 ans plus tard, Andrei Vasilevskiy sort pour le Lightning de Tampa Bay. Ça ferait de la bonne pub pour Calypso, ça. Vous allez tellement vous amuser ici que vous allez manquer vos meetings avant de vous faire repêcher. Wow! Toute une coïncidence. Ça, je vais être honnête, ils l'ont échappé là-dessus, les Sénateurs. Là. Exactement. Là, écoute, après ça, tu vois ce que Vasilevskiy est devenu. Ouais. Mais en même temps, je peux le comprendre. Je peux comprendre Brian Murray dans un certain sens parce que c'est difficile. Tu te lèves pas. C'est ça, exactement. C'est difficile. C'est fascinant. Pour de vrai, il y a des histoires de même avec le repêchage. Là, il y en a plein. Des anecdotes comme ça, des rencontres inusitées. On pourrait en raconter d'autres au cours de l'émission dans 100% Max. Je vais vous raconter plein d'autres cette année. Et ce fameux repêchage de 2012 où le Canadien a jeté son dévolu sur Alex Galchenyuk. D'ailleurs, quelques rangs après Andrei Vasilevskiy, c'était Malcolm Subban qui est sorti. Merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. C'est passé très très vite. Je suis content d'avoir vécu cette première expérience à l'animation. Merci beaucoup, Hugo. Tu as fait un super travail dans ma chaise. Merci à toi, Ali. J'espère que je t'ai rendu fier. C'est tout en ton honneur. Tu as été excellent. Oui, en espérant que finalement l'avion à Max décolle pas et il reste en Floride une autre journée. Je blague, mais on va le retrouver demain, Max. Il va pouvoir vous raconter ça